Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, nous fêtons les 1 an de table ronde. 1 an de conversation enrichissante, une ambition commune, transformer le métier, maker, no-codeur, product builder et j'en passe. Une année riche construite autour des conversations passionnantes et d'une incroyable communauté No-Code France de plus de 10 000 membres. Nos tables rondes ne sont pas juste des discussions, elles sont le carrefour où des experts et des expertes, notamment, se rassemblent pour échanger des idées, des stratégies et de faire progresser les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, les salariés, les indépendants, tous passionnés par le no-code et plus généralement par le digital. Car se professionnaliser, c'est effectivement un savoir-faire et un savoir-être. Alors en tant qu'entrepreneur, eh bien, ça nous arrive de courir effectivement après certains de nos clients pour les relancer sur des factures impayées. Alors parfois, c'est parce qu'il était en l'air, parfois c'est parce qu'il y a un petit peu de mauvaise foi, parfois c'est d'autres choses. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a peu de temps où, après des relances infructueuses par mail auprès d'une agence suite à une prestation, eh bien, on a été finalement payé tout simplement en ayant l'email du comptable et en disant, bah, écoutez, c'est la dernière relance avant la mise en demeure. Alors, conserver une relation cordiale et professionnelle avec mon client, c'était aussi mon but, parce qu'on est peut-être amené à travailler et à retravailler ensemble, mais finalement, qu'est-ce que j'aurais pu initier plus tôt? Eh bien, c'est pas mal de questions, dont notamment celle-là que nous allons évoquer avec nos invités. Comment être payé? Quels sont nos recours lorsque nous parlons de recouvrement de créances? Bienvenue sur cette 10e table ronde. Nous sommes le 30 mai 2023. Générique. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Baudouin. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir répondu présente à cette 10e session sur comment ne pas freiner finalement votre business par les impayés. Je vous propose de faire un petit tour de table. On va commencer par l'ordre de présentation, Marie Grisel, Nathalie Lorraine. Qu'est-ce que vous faites? Et voilà, quelles sont vos activités? Bonjour à toutes, à tous. Donc moi, je suis Marie Guillotti, je suis experte en recouvrement de créances B2B. J'ai créé ma société il y a quelques temps et je travaille essentiellement pour les TPE, PME et indépendants pour les aider dans le recouvrement de créances et la sécurisation de leurs ventes. Grisel. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Grisel Lamotte, société CM Plus France, qui existe depuis bientôt 10 ans. Alors je suis un peu en amont par rapport à Marie. On s'occupe de tout ce qui est la relance en interne pour les TPE, PME. On est le service de relance externalisé. Donc nos clients génèrent la facturation et nous on relance derrière pour essayer de savoir si les factures sont bien arrivées à bon port et s'il y a des retards, pourquoi il y a des retards, qu'est-ce qui se passe et comment on peut travailler dessus. Et quand ça va pas, on va chez Marie. Salut Nathalie. Salut Baudouin, bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Nathalie Scott, je fais du web depuis plus de 20 ans, j'ai fait que ça d'ailleurs. Et j'ai décidé de faire de ma passion pour l'ergonomie digitale mon métier. Je suis coach en UX design freelance et je suis donc freelance depuis bientôt 6 ans, ça passe très très vite. Et en l'espace de 6 ans de freelancing, j'ai eu 3 clients qui ont essayé de ne pas me payer. Et sans vouloir vous spoiler, en fait, ils ont tous échoué. Donc, à date, j'ai un taux de paiement de 100%. Mais voilà, les impayés, ça peut arriver n'importe quand et surtout à n'importe qui. Personne n'est à l'abri. Donc, je suis ravie de cette thématique du jour pour écouter vos tips d'experts et puis partager mon expérience. Salut Lorraine. Salut Baudouin, merci pour l'invitation. Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Watrelot. Pour ma part, je suis Head of Customer Success chez Granit. On fait un logiciel SaaS B2B à destination des PME du BTP. Donc dans ce cadre-là, je suis amenée à gérer beaucoup de clients, beaucoup de factures récurrentes. Et évidemment, même en cas de litige, j'essaye de trouver une solution pour continuer de travailler avec le client pendant plusieurs années idéalement. On a dû effectivement mettre en place un certain nombre de stratégies chez Granit pour prévenir les impayés, les anticiper, y répondre avec un peu de classe.
Et dans ce cadre-là, pareil, je spoil un petit peu, et on a réussi à diviser par 4 le volume payé chez Granit grâce à juste une série de petites astuces que je vais vous partager. Super. Eh ben, c'est génial. On a du coup un sacré panel et une sacrée ouverture effectivement sur pas mal d'aspects. J'avais une première question justement à nos expertes. Moi, j'ai l'habitude de mettre sur mes factures paiement à réception. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui... Enfin, moi, quelque part, j'étais peut-être un peu naïf, hein, mais ça me rassurait sur le fait que le client, il va recevoir la facture, il va payer. Et donc, du coup, légalement, je vais pouvoir directement, s'il y a un retard, je vais pouvoir lui dire hey, c'était à la réception qu'il fallait payer. C'est quelque chose à faire, c'est quelque chose qui est peut-être assujetti à un contrat, si j'ai signé quelque chose avec un contrat avec un client. Alors, oui, effectivement, c'est un bon réflexe déjà de mettre un délai de paiement sur une facture. Le mot à réception, la mention à réception, ça veut dire que la date d'échéance de la facture sera d'environ une semaine après la réception de la facture. Mais en droit, on a la liberté de choisir sous quel délai sont payées nos factures. Donc, vous pouvez les mettre sous 8 jours, 10 jours, 30 jours. Sachez que si vous ne mettez pas de mention sur le délai de paiement, on considérera par défaut que ce délai est de 30 jours. Donc 30 jours à compter de la date d'émission de la facture et non pas de sa réception. J'avais entendu 30 jours fin de mois. Est-ce qu'il y a encore cette notion-là de... Il y a deux, pour compléter effectivement ce que dit Marie, il faut un délai de paiement idéal quand même, parce que ça c'est vous qui choisissez. Le maximum autorisé aujourd'hui maintenant, c'est 30 jours ou 45 jours fin de mois et pas au-delà. Donc même si vous avez un fournisseur qui vous met au-delà, ce n'est pas possible. Et si vous avez un client qui vous paye plus tard en disant c'est comme ça, ce n'est pas possible. Après, pour affiner un peu l'histoire du à réception, ça va dépendre aussi du client que vous facturez. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'entreprise est grande en face, plus elle va prendre du temps pour enregistrer la facture, la faire valider, l'enregistrer en comptabilité et qu'elle soit payée. Et plus l'entreprise est grande, et moins elle paye ses fournisseurs tous les jours. Ça peut être un virement pour les fournisseurs par mois ou 2. Donc le à réception veut dire que vous allez enclencher la relance très vite. Dans certains cas, ça n'a pas un grand intérêt. Le 30 jours, c'est bien, le temps que ça arrive, que ce soit validé, enregistré, pour effectivement commencer à dire, excusez-nous, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le fait de pouvoir laisser un délai de paiement plus important, notamment, comme tu le dis, auprès des grandes entreprises qui font des virements, par exemple, tous les 15 jours, ça peut être un vrai argument commercial, en fait, au moment où vous contractez avec votre client. C'est-à-dire que quand on contractualise, en théorie, on devrait voir apparaître les délais de paiement du client. C'est ça qu'on est en train de dire? C'était un peu tout à l'heure, les mentions obligatoires sur les factures, mais sur les contrats aussi en amont. Il y a une clause particulière sur effectivement les délais de paiement. Et c'est un sujet qu'il faut aborder. Il ne faut pas avoir peur de l'aborder pour 2 raisons. La première, ça permet de voir si on est en face des 2 côtés. C'est-à-dire que vous avez votre délai de paiement vis-à-vis du client, mais le client a son délai de paiement fournisseur. Donc, si vous êtes en délai à 30 jours et que le fournisseur a l'habitude de payer à 45 jours, autant être ensemble au même rythme. C'est mieux, surtout quand on veut relancer et qu'on ne court pas derrière un client qui va nous dire après bah non, attendez, nous, c'est 45 jours. Donc voilà, ça permet d'éviter des discussions et de perdre de temps. Mais ça reste après, effectivement, c'est des mentions obligatoires sur les devis, sur les contrats, et qui doivent être reprises après sur les factures, délai de paiement et pénalité de retard, qu'on a tendance à oublier et qu'on a tendance à mal calculer. Alors justement, Grisel, moi, en ce qui me concerne, je suis freelance et je ne fais pas forcément de contrat comme une grande entreprise, mais j'ai pour habitude de mettre dans mes devis, parce que je fais des prestations relativement courtes dans certains cas, et donc je dis pas d'acompte pour cette prestation. En revanche, la facture sera émise à l'issue de la prestation et elle est à payer à réception. Est-ce que du coup, c'est l'équivalent de cette mention qui serait dans un contrat? Si je le mets dans le devis, ça suffit? Oui, tout à fait. Un devis qui est signé du moment qu'on précise ce sur quoi porte la prestation, donc
les obligations de ton côté et le prix que ça va coûter à ce moment-là, même si c'est visuellement un devis, en fait, ça a la valeur juridique d'un contrat. Donc, il n'y a pas de problème à faire comme ça, en fait. Après, souvent, on peut aussi avoir donc des conditions générales de vente. Donc, c'est les règles qui vont s'appliquer pour l'ensemble des devis, des contrats qu'on va passer avec nos clients et qui peuvent systématiquement mentionner ça. Donc, il suffit de rajouter une petite case dans le devis, par exemple, qui dit le client certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente, où vous avez mis toutes ces mentions-là, donc que ce soit sur le délai de paiement, les pénalités de retard, tout ce qui va être relatif à ces questions-là, bon, aussi aux prestations, ça dépend après de votre activité. Mais du coup, vous pouvez ajouter beaucoup de règles qui vont être communes à l'ensemble de vos contrats et pour autant pas faire un gros contrat comme tu disais dans les grandes entreprises, en fait. Il faut simplement bien penser à les fournir à chaque fois aux clients, parce que pour qu'il en ait pris connaissance, faut qu'il les ait eus en main, en fait. D'accord, merci beaucoup. Et à propos des pénalités de retard, quelles sont les bonnes pratiques sur la facture et sur le devis et sur le contrat? Où doivent-elles apparaître? Quand peut-on les demander? Alors, en fait, les mentions qui sont indiquées sur les factures, c'est une reprise des mentions qui sont sur les contrats. Après, le mot qu'on utilise, que ce soit contrat, devis, bon de commande, quoi qu'il arrive, en fait, on parle de la même chose. C'est les règles contractuelles entre deux partenaires qui mettent des règles entre eux pour dire, OK, comment est-ce qu'on va effectuer la prestation, comment on va la livrer, comment elle va être payée. Donc voilà, c'est les obligations et les droits un petit peu des deux côtés. Et sur la facturation, ça va être une reprise en fait de ce qui a déjà été indiqué. Donc les pénalités sont souvent déjà en amont, parce qu'en réalité, le contrat, c'est j'accepte des règles dans lesquelles on va travailler ensemble. Donc c'est pour ça qu'on les prévoit à l'avance, et sur les factures, c'est un rappel. Alors après, sur les pénalités, alors à la base, très souvent, et souvent d'ailleurs, les ERP prévoient le taux légal, qui n'a pas beaucoup de valeur parce que le taux est très très bas. Par contre, vous pouvez aller plutôt sur le taux de la BCE et vous mettez 10%, 11%. Déjà, ça marque un petit peu plus le coup et c'est beaucoup plus agréable. Et il y a l'indemnité forfaitaire aussi, donc qui est de 40 € par facture en retard. C'est pas tant qu'on les utilise beaucoup, parce qu'en France, on a du mal à les utiliser. Par contre, avec un client qui est un peu de mauvaise foi ou avec qui ça commence à traîner un peu, ça peut être un bon levier commercial pour le faire payer. C'est 40 € par facture et par jour? Non, par facture. C'est uniquement par facture, 40 € par facture. On peut avoir 10 factures, c'est 40 € par facture. En revanche, les pénalités de retard, elles, sont calculées chaque jour. Elles augmentent effectivement le montant qui est dû. D'accord, donc et pénalité. Concernant... Vas-y, Lorraine. Non, j'avais une question concernant ces pénalités ou également les frais, parfois les frais de litige appliqués par la banque et qu'on a envie de refacturer à nos clients. Est-ce qu'on doit refaire une facture attestant de ce montant-là? Est-ce qu'en fait, on doit simplement dire par email au client, voici combien tu me dois parce que tu as tant de jours de retard? Comment ça doit se présenter? Alors, les pénalités de retard se facturent au paiement. C'est-à-dire, vous générez vos... Ça a été une grande discussion qui a été un peu compliquée en 2008, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas. In fine, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde, c'est que quand vous relancez un client qui doit effectivement des pénalités et de l'indemnité, s'il paye que le montant de la facture, on reste dessus. Si finalement, il paye le montant de la facture et les pénalités de retard et l'indemnité, vous générez une nouvelle facture qui va venir... en termes d'écriture comptable, qui va venir solder finalement le montant qui est payé entre la nouvelle facture des pénalités de retard et le montant qui a été réglé. Donc, les pénalités et l'indemnité forfaitaire ne se facturent qu'au moment du paiement. Très clair. Voilà. Oui, il y avait un truc que je n'avais pas tellement saisi. Les pénalités de retard, c'est quelque chose qu'on met contractuellement. Quand tu dis 10%, c'est effectivement quelque chose qui va apparaître sur c'est éventuellement le devis si j'ai pas de CGV ou éventuellement dans les CGV? Dans les CGV. Dans les CGV? Les CGV, oui. Normalement, alors si on est vraiment basique et simple, et tout devis, bon de commande, contrat, a des conditions générales de vente.
Il faut toujours avoir vis-à-vis du client des conditions générales de vente qui peuvent être plus ou moins longues, hein, comme disait Marie tout à l'heure, entre être avec une grosse entreprise ou sur des grosses opérations, et ça peut faire 50 pages. Et moi, les miennes, elles font une page, hein, écrit en petit. Voilà. Et puis chacun par rapport à une expertise, c'est-à-dire qu'en service informatique, c'est une chose, le recouvrement, c'est très particulier aussi, hein, c'est réglementé. Donc, on va effectivement être spécifique. Par contre, il y a des mentions, on va dire, communes à tous. Et les pénalités de retard en font partie, ou le retard de paiement. Et en fait, les CGV, c'est la gestion du rapport entre les deux parties. Le fait d'en avoir, ça permet de vous protéger aussi, de dire, voilà, moi, je considère et je t'informe qu'avant qu'on commence à signer et à travailler, je t'informe que moi, je vais facturer comme ça, et puis que si toi, tu as du retard de paiement, eh ben, je vais te calculer des pénalités de retard, alors soit sur le taux de la BCE, soit sur le taux légal, au choix, et une indemnité forfaitaire par facture hors retard. Donc, en fait, on prévient et on prévoit. Dans la réalité, une fois qu'on facture et que le client est en retard, on a du mal à les réclamer. Mais on a le droit de les réclamer. D'accord. Ouais. On peut aussi adopter la méthode de Jack Nicholson qui dit « Si tu ne paies pas, je sais où tu habites ». Je trouvais ça rigolo. Mais ça ne marche pas forcément, effectivement. Avec une société. Ouais, pas avec une société, effectivement. On a parlé juste avant de démarrer cet entretien, effectivement, de la dématérialisation des factures. Est-ce que Marie, Grisel, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça va changer? Parce que je pense que c'est bien d'ouvrir aussi cette partie-là, parce que on va avoir des choses à faire, nous, de notre côté, en tant qu'entrepreneur. Sur le recouvrement pur, ça va venir impacter normalement favorablement les impayés qui du coup, auront tendance à descendre une fois que ce sera mis en place. Comme ça ne va pas être le cas encore tout de suite, puisqu'on parlait des échéances entre 2024 et 2026 selon la taille des entreprises. Ouais. C'est pas encore à l'ordre du jour en ce qui concerne en tout cas les pratiques de recouvrement. Alors, sur la partie relance, ça va impacter. Alors, ça va impacter. Il y a des sujets à anticiper, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a une plateforme centrale qui va venir centraliser tout ce qui est facture client, facture fournisseur. Bon, pour que l'État récupère la TVA pour tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord sur le sujet quand même, voilà. On est d'accord. C'est pour limiter la fraude à la TVA. Donc, ça va être transparence complète. Donc, tout va être récupéré. Les points d'entrée, en fait, pour les dépôts de factures et la récupération des factures, ça va être le SIREN, et plus exactement le SIRET de chaque entité pour chaque entreprise. Donc, il y a dans les points d'anticipation, alors c'est encore un sujet, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. Moi, j'essaie de faire pas mal de conférences pour essayer de comprendre le plus globalement possible comment ça va se passer. Tout n'est pas encore finalisé puisque on va dire, les opérateurs qui seront en capacité de pouvoir récupérer les factures et les envoyer, on va dire, au niveau de l'État, vont être définis au mois de décembre là, 2023. Donc, tout n'est pas complètement encore finalisé sur les acteurs, en tous les cas, qui vont se positionner par rapport à ça. Mais l'idée, c'est que, et moi, je sais qu'on travaille beaucoup avec nos clients là-dessus, c'est la data, les données clients. Ce qu'il va falloir bien anticiper, c'est que à chaque fois que vous créez un client que vous allez facturer, bien indiquer l'adresse, le SIRET, c'est-à-dire que votre base client soit la plus propre possible sur un certain nombre d'éléments et dont en tête de liste le SIRET et petit à petit, c'est des adresses mail en fait de démat et de dépôt de facture qui vont se mettre en place. Donc, quand il y aura le choix après de la plateforme avec laquelle vous souhaitez travailler, la première porte d'entrée, ça va être le fichier client. Telle société ou telle entité, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec un groupe et chaque groupe a le propre SIRET. Ou vous pouvez travailler avec des agences qui ont leur propre SIRET. Donc, le point d'entrée, vraiment, ça va être le SIRET. Il faut vraiment que les fichiers clients, en amont, soient le plus propre possible. Ok. Pour revenir un petit peu, il y a une question de Samantha qui dit, en fait, quand on est indep, finalement, passer par un intermédiaire type Malte ou autre, est-ce que c'est pas une solution justement pour ne pas avoir de retard de paiement? En règle générale, c'est elles qui font office. Je connais pas Malte. Mais
mais grosso modo, bah, en fait, c'est Malte qui trouve la mission et c'est en règle générale elle qui fait l'intermédiaire et qui, souvent, c'est au travers de cette plateforme-là que le client paye. Et ensuite, une fois que le client paye, on se fait payer. Moi, en préparation de cet entretien, j'ai vu Laurie, qui fait partie de la communauté, qui m'a raconté son histoire. Et en fait, quand bien même qu'on passe effectivement par une plateforme ou un intermédiaire, ça peut être une société de services qui positionne cet indépendant, ou même carrément une société de services qui repositionne une société de services qui repositionne chez le client. On se retrouve avec plein d'intermédiaires et finalement, s'assurer de toute la chaîne de est-ce qu'il a bien été payé ou pas, et ainsi de suite, ça reste très très compliqué à gérer. Et finalement, la relation avec, il faut presque dès le début, notamment quand on a pas mal d'intermédiaires, bah, déjà de dire, si on passe par mal, de dire tout ce qui va être contrat et de savoir à quel moment, avant de passer par cette plateforme-là, quels sont les types finalement de modalités de paiement ça passe. Est-ce qu'ils attendent d'être payés par le client pour pouvoir débloquer les fonds ou pas? Et ça doit être normalement inclus dans le contrat. Et après, de faire aussi attention, quand on passe par des intermédiaires ou des sociétés de services entre les deux, bah, d'avoir justement en tout cas ce chaînon et d'avoir tous les contacts finalement, moi j'allais dire presque les contacts comptables, pour pouvoir justement s'assurer que, ok, est-ce que moi en bout de chaîne, je vais avoir pouvoir suivre en fait toute cette partie-là, quoi. Alors, c'est super intéressant parce que dans la conférence que j'ai écoutée semaine dernière, un des sujets, c'est ça. Ça veut dire des entreprises qui vont travailler avec un client, mais sur lequel il y a un intermédiaire au milieu. Et en fait, ce qui va compter au niveau de la facturation, c'est le client final. C'est pas l'intermédiaire. Quand tu dis client final, c'est? C'est-à-dire que, par exemple, en tant qu'indépendant, on passe par une plateforme pour pouvoir facturer le client final. Ce qui va compter dans le dépôt de la facture, c'est le client final, pas l'intermédiaire. En fait, ce que va calculer en permanence la plateforme, c'est la relation commerciale entre le prestataire direct et le client direct, pas l'intermédiaire. Donc, c'est assez particulier et ça, je sais. Alors, on va être honnête, je n'ai pas approfondi le sujet, mais effectivement, ça va être vraiment du direct des deux côtés. Donc, après, comment il va falloir l'anticiper? Là, j'avoue que pour l'instant, moi, je n'ai pas la réponse. Je suis en train de gratter un maximum, mais je ne sais pas si dans les autres intervenantes, Marie, Lorraine et Nathalie, vous avez des infos là-dessus. Je dirais que ça dépend beaucoup du type de contrat qui est signé avec la plateforme. Je sais qu'il y a certains intermédiaires qui se portent garant dans leur propre CGV, du coup, du paiement du client final. Donc, ça veut dire que si vous avez un problème de paiement, il n'y aura pas forcément besoin d'aller rechercher du coup la responsabilité ou de faire le recouvrement vers le client final, mais que la plateforme pourra vous verser les fonds qui vous sont dus sans s'assurer que le client final est effectivement payé. Et ensuite, ce sera à elle-même, à la plateforme, du coup, d'aller rechercher les fonds sur le client pour qui, in fine, vous avez travaillé. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas quelque chose ça va pas forcément être le cas sur toutes les plateformes. Il y a des plateformes qui peuvent vous permettre d'avoir une forme de barrière, de protection en fait juridique contre l'impayé dans ce cadre-là. Si c'est un simple contrat de mise en relation, on se retrouve dans le cas classique d'une relation contractuelle et du coup, vous devrez mener le recouvrement directement envers le client. Alors, pour revenir à la question du début de Baudouin, le fait de passer par une plateforme, ça peut être un peu à double tranchant, dans le sens où est-ce que cette plateforme va aller regarder en amont la santé financière ou le sérieux. Ça peut être parfois des gages que propose la plateforme avec les personnes avec qui on va travailler, mais ça peut aussi faire un petit peu écran finalement entre nous, la connaissance qu'on va avoir de notre client en tant que prestataire et ce client-là. Donc, tout dépend vraiment du contrat que vous allez signer. Et puis, de manière générale, que ce soit en direct ou via une plateforme, l'impayé peut arriver à tout le monde un peu n'importe quand. Il a toujours un caractère un peu imprévisible. Donc, ce sera aussi le cas, même si on passe par une plateforme.
Oui, j'ai l'air pour dire la mauvaise foi imprévisible. Ah zut. Mais, Alors, ouais, si je puis peut-être, il y a beaucoup ouais. moins de mauvaise foi que ce qu'on pense. C'est vrai? Ok. Mais il y a énormément. Moi, je sais que je me bats avec ça. On a une grosse tendance à penser qu'il y a de la mauvaise foi de la part des clients. Il y a énormément de factures mal faites, de contrats pas signés, de CGV pas faites, pas préparés, de factures pas relancées. Et la mauvaise foi, en réalité, ne concerne qu'une toute petite partie des retards de paiement. Ouais, alors c'est pour ça que je rebondis sur la thématique de relations commerciales, effectivement. On essaie toujours, dans le cas justement d'un retard de paiement, ça serait quoi la première action finalement qu'il y aurait à faire? Mais en gardant factures correctes. Oui, alors, Voilà, d'accord, c'est on la commence par la base, facture correcte, ok. Avoir Ouais. signé, si je reprends, c'est avoir signé effectivement, avoir au moins des CGV. Là, c'est vrai qu'on avait insisté, il y a la table ronde numéro 3, l'année dernière qu'on avait faite, effectivement, on avait commencé à aborder ce sujet-là en disant, si vous n'en avez pas, ok, faites au moins un devis, mais le minimum, c'est effectivement de décrire un petit peu votre activité, comment vous allez le traiter, quelle relation vous établissez avec votre client sur cette partie effectivement prestation, que ce soit du service ou du produit. Donc on a cette partie-là, mais après derrière, est-ce qu'on est obligé finalement, est-ce que moi je suis en train de me poser la question, et je me mets à la place peut-être de Lorraine, et tu me diras après Lorraine, mais est-ce que quand on commence à contractualiser un client, on va déjà regarder sa santé financière? Est-ce qu'on va aller chercher sur Papers, Infogreffe, un petit peu ses rapports, tous ses chiffres d'affaires, savoir s'il a eu du résultat, et ainsi de suite? Alors aujourd'hui, on ne le fait pas. J'ai envie de dire pourquoi pas, ce serait une bonne solution. Sur la manière de réagir en cas de problème, moi je rejoins complètement Grisel sur le fait que, il faut partir du principe que le client est de bonne foi et qu'il a envie de nous payer. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai un problème avec un client, je vais systématiquement passer un coup de fil. Je vais jamais attaquer le coup de fil en lui demandant pourquoi il n'a pas payé sa facture. Je vais d'abord lui demander comment ça va, est-ce qu'il a des problèmes avec son entreprise, essayer de comprendre tout le contexte et tout l'environnement. Et derrière, les solutions que je vais proposer ne seront pas les mêmes. Parce qu'un client où en fait je me rends compte que toute son entreprise est en train de changer et qu'en fait peut-être que le prix de l'abonnement sur lequel on s'est mis d'accord n'est plus du tout pertinent et qu'il faut peut-être qu'il passe à un abonnement inférieur, c'est important que je m'en rende compte. Mais peut-être qu'en fait c'est un problème ponctuel et que son abonnement il est très bien, mais il a juste du mal à me payer là tout de suite. Auquel cas, je vais plutôt réfléchir à une organisation, des facilités de paiement qui vont lui permettre de se remettre de cette situation-là. Mais toujours partir du principe que le client est de bonne foi et qu'on va pouvoir trouver un compromis. Par rapport au tout début de la relation commerciale, tu posais la question de est-ce que ça vaut le coup d'aller vérifier si le client va payer ses factures? Nous, on ne le fait pas aujourd'hui. Par contre, on va parler facture dès le premier coup de fil avec le client. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler paiement, il ne faut pas avoir peur de parler facture. C'est très sain d'en parler tout de suite. Et donc, moi, dès le premier coup de fil avec un client, je vais lui expliquer, bah voilà, nous, on fonctionne en prélèvement CEPA, c'est le mode de paiement qu'on propose à tous nos clients. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu as des questions dessus? Donc déjà, on aborde le sujet. L'avantage, c'est que si lui n'est pas d'accord avec le moyen de paiement que je propose, lui va me proposer autre chose, va dire ah non, j'aimerais mieux payer par virement. Mais à ce moment-là, moi, je vais pouvoir du coup lui donner des responsabilités. Ça va devenir un contrat moral avec lui. Tu me demandes de payer par virement, d'accord, mais par contre, tu t'engages à mettre un virement récurrent, à ce que j'ai pas besoin de te courir après, à me donner les coordonnées de ton comptable, comme ça, le jour où il y a un problème, je vais pas passer des heures à avoir le bon interlocuteur. Donc voilà, je trouve que c'est tout un tas d'éléments qui méritent d'être discutés d'emblée et que c'est très sain au final de parler paiement au tout début de la relation commerciale avec le client. Elle fait partie même, et je trouve ça génial ce que tu fais, parce qu'on a tendance à oublier, on a tendance à considérer un peu que la relation commerciale, elle s'arrête au chiffre d'affaires, une fois qu'on génère la facturation. Non, en fait, la relation commerciale, elle s'arrête au paiement. Donc, l'intégrer effectivement dans la relation commerciale dès le départ, c'est un gain de temps extraordinaire. Tout à l'heure, on parlait des pénalités d'indemnité forfaitaire. En fait, pourquoi ça a été mis en place? Parce que mon activité, comme celle de Marie, en fait, elle ne rentre pas, elle coûte de l'argent à l'entreprise. Quand on nous fait intervenir, on coûte de l'argent. Et le coût que nous on représente, en fait, il n'est pas intégré dans le prix de départ de vente au niveau des marges. Donc, on vient prendre de la marge
en fait, sur les ventes. Et résultat des courses, intégrer ces pénalités-là, c'est une façon de dire, OK, vous nous faites prendre du temps pour vous relancer, pour savoir ce qui se passe, pour vous renvoyer la facture qu'on a déjà envoyée 3 fois. Donc, ce temps-là, il se paye. Donc, en parler dès le départ et en amont comme un truc normal, au même titre que vos clients, s'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils viennent acheter une prestation, ils viennent acheter, pas prendre, pas recevoir, ils viennent acheter une prestation. Donc, inconsciemment, on sait très bien des deux côtés que on vient pour avoir quelque chose et on vient aussi pour payer quelque chose. Donc, d'un côté, on va livrer, de l'autre côté, on va payer. Donc, en réalité, le sujet, il est déjà là. Donc, il faut l'aborder avec autant de naturel, comme disait Lorraine, de dire, voilà, au niveau des paiements, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous préférez là-dessus? Nous, on travaille plutôt comme ça, voilà, parce que ça permet effectivement, surtout quand on a du récurrent, c'est vrai que le prélèvement, c'est quand même génial, et c'est un gain de temps extraordinaire. Donc, et après, si c'est déjà mais voilà, je trouve ça génial. Faut continuer. On parlait justement de comment détecter un peu les filous, ceux qui vont essayer de nous la faire à l'envers. C'est quoi les signaux faibles qu'on pourrait avoir? Et cette discussion, c'est souvent une extraordinaire opportunité de détecter ces fameux filous, parce que les personnes qui vont réagir de manière très forte en disant mais en fait on a à peine commencé à travailler ensemble et vous me parlez déjà d'argent, moi j'étais là pour un service, etc. C'est potentiellement quelqu'un qui a oublié qu'il est là pour acheter un service, et donc nous on va le garder en tête en disant mais dès que la première facture sort, on va être très attentif au fait qu'elle soit payée rapidement. Parce que c'est pas normal en fait de trouver. En fait, tout le monde devrait trouver ça normal de parler contrat, parler argent dès le début. Et au contraire, si tout le monde en parle de manière sereine et qu'on se met d'accord rapidement, là, on va pouvoir rapidement parler produit, parler expérience, parler implémentation. Par contre, si tu commences déjà à m'embêter sur les sujets paiement, c'est du temps perdu pour tout le monde et c'est de la valeur en moins pour toi par rapport à l'expérience que je t'apporte avec notre produit. Donc effectivement, la réaction des gens souvent va être un indicateur de quelqu'un qui sera potentiellement mauvais payeur. Et d'ailleurs, on a mis en place, nous, une petite automatisation qui nous dit c'est bon, le client a activé son prélèvement CEPA. On l'a vraiment de manière instantanée. Et ça, on l'a mis en place parce qu'au téléphone, les gens disaient oui, je vais le mettre en place. Oui, t'inquiète pas, je m'en occupe. Oui, c'est bon, c'est fait. Et en fait, tu te rends compte 4 heures après que c'est toujours pas fait, alors qu'il avait son ordi ouvert, il était sur la page, tu lui as montré, il y était, il avait rien d'autre à faire que cliquer et il te dit oui, je le ferai plus tard. Ça, pareil, on a activé notre détecteur à filou et donc maintenant on lui dit ah super, t'es devant ton ordi, moi je vais avoir une notif qui va me confirmer que tout s'est bien passé, donc vas-y, clique sur le bouton et je te confirme que c'est bon. Là, au téléphone, il peut rien dire quoi. Détecteur à filou. Un petit point que je voudrais rajouter quand je vois le sourire de Lorraine et la joie qu'il y a dans sa voix, c'est tout aussi important quand on appelle ou qu'on parle avec des clients d'être dans cette dynamique mais ce qu'elle disait d'ailleurs tout à l'heure au niveau de l'approche, de pas être accusateur, mais d'être plutôt dans la bienveillance, d'accompagner un client à quelque chose finalement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ça se ressent aussi dans la façon, dans l'approche qu'il y a, et ça aide énormément humainement parlant. Nathalie, c'est ce que tu as également de ton côté? Tu parles tout de suite modalité de paiement dès le début? Moi, en effet, en fait, j'ai 2 types de prestations. Des prestations en mode commando. En gros, je fais des audits ergonomiques en une matinée. Donc, je considère que pour des prestations de ce type, ça ne sert à rien que j'embête mon client avec un acompte. En gros, le deal, c'est, je le dis dès le départ dans le devis, pas d'acompte sur cette prestation. En revanche, la facture sera émise à l'issue de la prestation et elle sera à payer à réception. Et après, j'ai des prestations qui sont plus longues. Dans le cadre des prestations courtes, donc c'est surtout dans ce cadre-là où j'ai eu 3 presque impayés. Comment j'ai procédé? D'abord, j'ai fait entre guillemets la gentille, c'est-à-dire que j'ai fait une première relance tranquillement. Je me suis dit, je ne vais pas lui rentrer dedans tout de suite quand même. Donc, j'ai relancé 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Et puis, en effet, dans mes relances, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que ça peut arriver qu'on ait des problèmes, ça peut arriver à tous, et je l'entends, mais il faut communiquer. Par contre, si on vient toucher l'une de mes valeurs et que je sens qu'en fait, la personne, peu importe le nombre de relances, elle veut juste essayer de me la faire à l'envers, là, ça ne va pas bien se passer. Et donc, moi, j'ai des méthodes qui ne sont pas très classes.
mais je vais vous les partager quand même. J'en suis pas spécialement fière, mais en tout cas, elles ont fonctionné pour moi. Mais elles marchent. Elles ont marché. J'ai 0% d'impayés, donc voilà. Alors, je vous en partage 2. La première, c'est au bout de la énième relance, c'est d'expliquer à mon client par mail, écoutez, ce serait quand même dommage que je sois obligée d'informer les réseaux sociaux et que j'aille leur dire que vous êtes un mauvais payeur. Et là, direct, il me renvoie un mail en me disant « Oui, ce serait vraiment dommage qu'on en arrive là. Je vous paye de suite. » Donc, voilà. Et puis, autre chose que j'ai pratiqué avec un autre client, où alors là, j'ai vu qu'en fait, il avait juste pas envie de me payer. Parce qu'en plus, il argumentait que j'avais fait du mauvais travail, donc pas trop. Enfin, non, ça marche pas comme argument, parce que je connais la qualité de mon travail, et vu le nombre de témoignages clients que j'ai vite senti qu'en fait, il avait juste pas envie de payer. Et bien là, je n'y suis pas allée par 4 chemins. Je suis allée sur sa page Google My Business et j'ai mis un avis en disant « Je ne comprends pas trop comment ils peuvent se payer des locaux dans Paris, sachant qu'ils ne payent pas leurs prestataires. » Donc, effet immédiat, le responsable prend son téléphone, il m'appelle et il me dit « Tu retires ton avis et je te paierai ta prestation. » Donc, voilà comment ça s'est terminé. C'est dommage d'en arriver là parce que ce n'est pas du tout dans mon style. Mais j'ai envie de dire que c'est à la hauteur du comportement des clients qui sont irrespectueux. J'ai jamais eu l'opportunité d'aller plus loin. Si toutefois je devais aller plus loin, pour moi, l'étape d'après, c'est clairement de faire appel à un cabinet de recouvrement. Franchement, j'ai pas que ça à faire. Là, l'idée de me battre sur les réseaux sociaux, c'est plus une notion de valeur qu'une notion de montant, parce que c'est justement des tout petits montants, donc je m'en moque. J'irai au combat pour mes valeurs et pas pour l'argent. Sur des missions plus longues, j'aurai une stratégie un peu plus différente, mais tout aussi radicale. C'est-à-dire que, en gros, si au bout de la première prestation, ça ne paye pas et que malgré mes relances, ça ne marche pas, eh bien, je poserai le crayon et je dirai, écoutez, tant que ma première facture n'est pas payée, je ne reprends pas mon travail. C'est donnant-donnant. Pas de bras, pas de chocolat. Tu ne me payes pas, j'arrête la mission. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir me le permettre. Je suis consciente que tout le monde ne peut pas dire j'arrête de travailler et donc potentiellement je ne vais pas être payée, etc. Mais voilà. En tout cas, c'est ma stratégie. J'ai jamais appliqué cette deuxième stratégie, mais celle des réseaux sociaux, en tout cas, elle est radicale, même si elle n'est pas très chouette. Je ne suis pas catholique, mais j'adore. C'est ça. J'en parlerai à certains de mes clients, ça peut être utile de temps en temps. Oui, en fait, en France, c'est pas très très pratiqué, mais il faut savoir que par exemple au Royaume-Uni, qui n'a pas du tout les mêmes taux d'impayés que nous, chez qui c'est beaucoup plus bas, pratique, c'est même une méthode de recouvrement qui est quasi institutionnelle maintenant, qui s'appelle le name and shame. Je pense que ça peut parler. Voilà. Et donc c'est quelque chose que même le gouvernement peut être amené à faire parfois pour ses créances. Donc, je pense que nous, dans notre culture, ça peut paraître un petit peu plus moins catholique, comme tu disais, ou moins classe, comme tu disais, Nathalie. Mais bon, alors après, effectivement, on peut se dire que la fin justifie les moyens. Bon, après, c'est des histoires de principes de paiement, etc. Donc, rien ne choque. En revanche, cette méthode, elle amène forcément quasi forcément, je pense, à l'arrêt de la collaboration. De toute façon, quelqu'un qui se comporte comme ça avec moi, j'ai pas envie de continuer. Par contre, attention, j'avais fait appel à un avocat quand même pour savoir qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire. Donc, si vous décidez de mettre en place cette stratégie, vigilance, vous ne pouvez pas accuser la personne ou la dénigrer ou l'insulter, etc. Il faut rester factuel, il faut rester poli, il faut rester correct, mais surtout factuel. Voilà. Parce que sinon, ça peut potentiellement se retourner contre vous. Donc, attention à ne pas écrire non plus n'importe quoi. Mais après, c'est du domaine du droit pénal, en fait. On rentre dans la catégorie, ce genre de choses. Donc, si vous voulez jouer à ça, il faut aussi connaître les règles du jeu. La question que je me posais... Pardon. Vas-y, Grisiel, parce que j'ai une question pour Lorraine après. Vas-y.
Non, pour revenir justement à ce que racontait Nathalie de façon peut-être un petit peu plus globale, il y a une chose qui est très très importante, c'est de suivre ces factures et pas attendre 6 mois, 1 an. Oui. C'est-à-dire que plus vite vous allez essayer de savoir un peu auprès du client qu'est-ce qui se passe. Si effectivement il y a de la mauvaise foi ou ça traîne, qu'il y a plus de temps, il faut mais très vite passer sur un cabinet de recouvrement. Pourquoi? Parce que psychologiquement aussi, un client, ça peut le ah, oups, ok, il n'y a plus d'émotionnel. Si je prends l'idée entre Marie et moi, Marie qui a un cabinet de recouvrement et moi, on a un service interne, nous, on fonctionne en marque blanche. Donc, nous, on est service comptabilité 2 de nos clients. Donc, il y a encore un peu une relation émotionnelle quelque part, client-fournisseur, ce qui n'est plus le cas. Donc, c'est vraiment de suivre ses factures et même de faire de la pré-relance, ça veut dire que, genre, une semaine avant, pas hésiter à renvoyer un petit message en disant « Je vous rappelle que la facture arrive, est-ce que vous l'avez bien réceptionnée? Est-ce qu'il y a un souci dessus ?» pour pouvoir voir tout de suite et détecter effectivement une cause qui pourrait effectivement expliquer le retard qui peut arriver par derrière. Et aujourd'hui, il y en a plein des causes de retard. C'est une chose. Et la suivre et voilà. Et se dire « Ok, je me donne des… » C'est un peu comme on utilise beaucoup de scénarios de relance, nous, qui sont timés. On sait que chaque semaine, on monte un niveau. Et il y en a un où on dit, OK, stop, on n'a plus de temps parce qu'en fait, ce temps, je reviens un peu aux histoires de marge, c'est que le temps que nous, on prend, il vient manger un peu de la marge de la facture. Donc, à un moment, hop, on bascule effectivement en cabinet de recouvrement parce qu'on vient couper un peu le cordon ombilical avec le client pour dire, maintenant, il n'y a plus d'émotion, on a fait le travail, et cabinet en courant, on va faire le sien. Quoi. Il y a moins de discussion. Juste pour compléter, je peux travailler en marque blanche aussi à la demande de certains clients qui justement n'ont pas du tout envie de venir égratigner leur relation commerciale avec le client. Parce qu'on a souvent l'image presque voisine des huissiers, entre les huissiers et les cabinets de recouvrement, mais la profession est en train d'évoluer, puisqu'on prend de moins en moins l'habitude de laisser son argent dehors, mais on veut pouvoir continuer de travailler avec le client qu'on a actuellement. Donc, on peut toujours être complètement dans l'émotionnel en faisant du recouvrement. Moi, alors là, c'est plus moi ma vision des choses, mais de plus en plus de cabinets de recouvrement sont à même de le faire. On fait principalement aujourd'hui de l'amiable, même si on est tout à fait capable d'aller en procédure judiciaire pour recouvrer, hein, ça on sait le faire, il n'y a pas de problème, mais on essaye de le faire vraiment au maximum à l'amiable. Et les deux meilleurs conseils dans ce domaine-là, c'est vraiment effectivement complètement à 100% d'accord avec le timing qui est super important en recouvrement. Plus on attend et moins on a de chance de récupérer une facture, c'est une règle absolue statistique. Et la deuxième chose qui est très très importante, c'est de comprendre la cause de l'impayé, parce que cette cause, alors elle peut effectivement venir d'une facture mal faite, d'un contrat mal rédigé, ce genre de choses. Elle peut venir d'un simple oubli, elle peut venir d'une contestation légitime ou non, d'une difficulté financière. Et en fait, comme tu le disais très bien tout à l'heure, Lorraine, notre discours pour avancer vers le paiement, il va vraiment complètement différer une fois qu'on a compris la cause. Pour trouver la solution la plus appropriée à proposer aux clients. Et après, effectivement, il y a une petite partie de clients qui sont de mauvaise foi, et donc c'est pour ça que pour ces clients-là, on menace, voire on exécute la menace des procédures judiciaires, donc directement au tribunal. Mais c'est vraiment important de comprendre l'impayé, en fait, c'est simplement un symptôme. Le plus important pour pouvoir vraiment régler le problème durablement, c'est d'en comprendre la cause. Si on n'agit pas là-dessus, et si surtout on ne fait pas comprendre aux clients que le fait de ne pas payer, c'est quelque chose qui est anormal et qui n'est pas acceptable, alors de façon très courtoise, même cordiale, on peut faire passer ce message. Voilà, c'est vraiment très très important de pouvoir isoler la cause, parce que ça va déterminer ensuite toute notre stratégie de recouvrement et tout le discours qu'on va tenir ensuite vers le client. En complément, Marie, alors moi j'ai une amie qui m'avait fait part de ses impayés juste avant de recevoir l'invitation de Baudouin d'ailleurs, et en fait elle m'annonce que elle a un client qui lui avait payé la compte le jour même, et par contre qu'elle avait quand même émis 4 factures et qu'elle n'avait toujours pas été payée sur aucune des factures. Là, j'ai dit, tu vas jusqu'où comme ça, quoi. C'est juste pas possible. Et en fait, donc,
même si je suis un peu en dedans, je lui dis, bon, déjà, la première chose, c'est que tu vas le relancer gentiment et que tu vas essayer de comprendre en effet pourquoi. Et puis après, tu escaladeras. Et en fait, elle l'a relancé et elle a dit, oh, pardon. Et il a payé tout de suite. Donc, en effet, les gens, parfois, ils sont vraiment sur une autre planète. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça pouvait générer chez mon ami, en l'occurrence, 4 factures non payées. Et en fait, il a payé tout de suite. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'un client vous paye un acompte limite dans la seconde que c'est forcément un bon payeur. Malheureusement, il n'y a pas de règle mathématique. Ce n'est pas parce que quelqu'un signe un devis qu'on sera payé. Ce n'est pas parce qu'il a payé un acompte qu'on sera payé. Il y a toujours un risque, toujours. Sinon, ce serait trop facile. Oui, tout à fait. Le risque zéro n'existe pas. En recouvrement, c'est très, très vrai. En fait, on peut avoir des faisceaux d'indices sur le fait qu'un client va avoir des difficultés à nous payer. On parlait tout à l'heure du scoring de la santé financière des entreprises. C'est un bon indice, c'est vrai, c'est intéressant de le savoir. J'ai parlé ce matin à une cliente qui le fait avant même de contracter avec. Donc, parfois, c'est vraiment au cœur d'une stratégie. D'autres entreprises ne le font pas du tout. Mais en fait, ça ne reste qu'un indice. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une entreprise avec qui vous avez un contrat est en redressement qu'elle va forcément être mauvais payeur. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'une entreprise est en excellente santé financière qu'elle vous paiera rubis sur l'ongle. Donc, bon, c'est un peu décourageant de le dire comme ça, mais en fait, c'est simplement se dire le risque, il est de toute façon les tableaux de scoring quand vous allez par exemple sur Info Légal ou ce genre de site, c'est simplement des statistiques. La note, ça correspond au risque d'impayé moyen par rapport aux autres entreprises de la même taille et du même domaine. Donc finalement, c'est une simple statistique. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens d'agir sur ce risque. On peut le laisser s'accroître, et j'ai envie de dire, ou venir le diminuer par certaines actions. Mais voilà, il n'y a pas de règle absolue en la matière. Comme tu disais, le risque zéro n'existe pas, hein, malheureusement, sinon ça se saurait. Alors justement, dans le timing, on est en train de dire, OK, on a quelques retards, on veut entretenir une relation commerciale et toujours cordiale avec son client. Donc, on va essayer de comprendre, si je résume bien, d'abord, quels sont le pourquoi du comment. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est justement des difficultés? Donc, d'y aller par un coup de fil, suivre ces factures, effectivement. Je vous partage juste une astuce qui a été mise dans le chat, c'est que Décotide dit de créer un alias comptabilité @ avec le nom de domaine et de l'envoyer avec cet alias-là, justement, pour permettre déjà de de faire des relances un petit peu plus virulentes. Et c'est pas avec, finalement, mais c'est la même personne qui est derrière, mais c'est dit avec, je dirais, un masque de comptabilité. Ça, je trouvais ça super intéressant. Qu'on ait effectivement, donc on a les astuces que nous a partagé Nathalie sur OK, je vais informer les réseaux sociaux ou je vais mettre des avis Google. C'était intéressant. Mais après, finalement, si ça se passe mal et si ça se passe vraiment mal, la question que j'avais pour toi, Lorraine, c'est de dire, est-ce qu'à un moment donné, vous avez le droit de couper le service? Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, moi qui fais de la livraison d'applications métiers, j'ai le droit, en fait, avec mes comptes administrateurs, de lui couper le service? Est-ce que c'est pas moi qui vais me mettre finalement qui va me mettre à mal? Lorraine, vous le faites. Alors, on le fait et on a le droit de le faire puisqu'ils n'ont pas payé leurs prestations. On a le droit de leur couper les accès. On le fait vraiment en dernier recours. Par contre, ça marche très, très bien. Souvent, bizarrement, on n'a personne au téléphone, personne par email pendant 2-3 semaines. On coupe les accès et là, on a le chef d'entreprise qui nous appelle dans les 2 heures qui suivent. Ça marche très bien. Sur les CGV, en fait. Vos contrats, ils prévoient ça. C'est-à-dire que les factures qui sont en retard de paiement peuvent permettre aux fournisseurs de réclamer toutes les factures non payées et en cours qui ne sont pas encore payées et de couper en fait une prestation. Donc, tous ceux qui ont des activités, et justement, comme Lorraine, sur lesquelles c'est un levier extraordinaire, mais utilisez-le. Utilisez. En fait, il y a comme une crainte. C'est pas est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que votre client il a le droit ou pas de payer. En fait, non, il doit payer. Fin de la discussion. C'est contractuel. On va pas discuter de sujet. Donc, il paye une prestation. Donc, s'il paye plus,
C'est comme si vous allez acheter votre baguette tous les jours. Le jour où vous arrivez, ben non, j'ai pas l'argent, ben non, ben il n'y a pas la baguette. C'est un peu la même mécanique en fait. Et il y a comme une crainte un peu en permanence par rapport à ça, du lien entre les deux. Et moi, je sais qu'à chaque fois qu'on signe avec un nouveau client, dans les discussions, parce qu'on pose pas mal de questions sur comment ils sont outillés, organisés, le rapport avec les clients, les anciens clients, les nouveaux clients, je pose toujours la question par rapport à la prestation qu'ils ont, c'est OK, est-ce que les leviers que vous avez, vous les utilisez ou pas? Et est-ce que vous acceptez ou pas de les utiliser? Parce qu'il y a un côté assez psychologique. Est-ce que j'accepte ou pas d'appuyer sur un bouton pour stopper la prestation de Lorraine? Est-ce que moi, j'ai un client qui est traiteur? OK, à un moment donné, on a du retard de paiement. Est-ce que je peux aller dire au client, bah, pas de prochaine livraison parce que les factures ne sont pas payées? Donc après, c'est des rapports commerciaux, on va dire. Ça, c'est sûr, parce que c'est la relance, alors plus peut-être la relance que le recouvrement, c'est de la fidélisation du client, mais sur un terrain financier. Nous, on va parler facture avec les clients, mais par contre, on est toujours à l'écoute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et donc on maintient une relation commerciale avec des comptables en face ou avec des commerciaux en face, donc ils savent très bien de quoi on est en train de parler. Et quand on leur dit, écoutez, c'est juste pas possible parce que là, ça fait 3 factures qui sont pas payées, la presta, vous l'avez toujours. Moi, ça m'arrivait de râler avec des grosses boîtes en disant, attendez, vous êtes gentils, vous ne pouvez vivre que si vous avez des prestataires. Sans prestataire, vous n'avez pas de client. Et sans client, vous n'avez pas de prestataire non plus. En fait, les deux fonctionnent ensemble. Donc, chouchoutez vos clients, c'est super, chouchoutez vos prestataires aussi. Donc, vous avez été livré, vous avez utilisé, ben vous êtes gentil, maintenant vous payez. Et en fait, c'est, comment dire, il ne faut pas avoir peur de réclamer ce qui vous est dû. Vous avez travaillé, vous avez pris du temps, vous avez monté un système ou une prestation ou un projet ou une formation ou quoi que ce soit. Tout ce temps-là, ou le temps que vous avez passé à écouter votre client, à le chouchouter pour essayer de lui trouver la meilleure forme pour faire la livraison, quoi que ce soit, ou la production, mais c'est votre travail en fait. Et ça a été avec un accord, avec un paiement. Il faut demander le paiement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et plus tôt c'est fait, plus l'historique, et tout le monde a encore l'historique, de le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, est verrouillé avec des emails. C'est bien le téléphone, c'est super. Hein. C'est bien de verrouiller avec des emails un peu de temps en temps, parce que pour les cabinets de recouvrement, c'est génial d'avoir un peu d'historique et de la matière. Ça, je suis d'accord. Donc, après un coup de fil, toujours un email, voici ce qu'on s'est dit par téléphone. Très bon réflexe. Ce n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Alors justement, dans le timing, ça se passe mal. Il y a une question de Prince qui était à quel moment faut-il recouvrir à un service externe de recouvrement? Et finalement, Marie, à quel moment tu interviens, toi? Et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme client idéal, finalement, qu'est-ce que tu aimerais... Enfin, pardon, je vais la reposer autrement. C'est qu'est-ce que tu aimerais avoir pour bien travailler? Qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour bien travailler? Oui, alors... moi, il me faut simplement une facture qui soit réclamable, en fait. Donc, il faut juste que ma créance existe et soit certaine et que la société en face existe toujours. Donc, en fait, il me faut presque rien. Alors après, on en parlait, il y a aussi toute la partie trace écrite, notamment ce qui concerne les mails. Donc, les mails qui peuvent parfaitement être utilisés comme preuve, hein, c'est un écrit. Tout à l'heure, on parlait des contrats. D'ailleurs, si à un moment donné, alors je ne sais pas si ça peut être votre habitude, mais simplement si un client vous demande une prestation complémentaire ou autre par mail, si c'est simplement passé sur ce système-là, surtout gardez bien le mail, parce que ça a également une valeur juridique. Donc, le mieux dans le cadre du recouvrement par rapport à ces échanges de mails, c'est oui, de garder ses relances, mais bon, ça n'a pas plus de valeur en soi que la facture. En revanche, ce qui pour moi est une sorte de sésame, c'est la fameuse promesse de paiement. La promesse de paiement, donc c'est le client qui vous envoie un mail en vous disant oui, je vais vous régler telle facture et à telle date, pour tel montant. Là, je sais que j'en demande un peu beaucoup, mais si vous avez rappelé les éléments de la facture dans votre mail précédent, la réponse du client avec une date montre que déjà, il reconnaît qu'il vous doit cette facture. Donc déjà, on se place en dehors de toute contestation, ce qui est un frein en moins. Il vous rappelle la somme et ensuite, il vous redonne, il vous repasse une sorte de contrat, enfin même un contrat à part entière, sur une date de paiement. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avoir. Pour moi, c'est plus simple. Ça me permet d'aller plus vite.
en appelant le client de mon client, du coup, et en lui disant, écoutez, vous avez déjà fait une promesse, donc vous êtes d'accord sur le principe, qu'est-ce qui s'oppose maintenant au paiement? Après, pour reprendre la question de à quel moment faire appel à un service externe de recouvrement, c'est à tout moment en fait. Ça peut être dès le lendemain de l'échéance de la facture, si jamais la facture n'a pas été réglée, vous n'avez pas reçu les fonds en compte, parce que tout simplement vous n'avez pas le temps de faire la relance, parce que c'est pas votre métier, parce que c'est pas votre cœur de métier, et que y a plus fun en fait à faire, surtout quand on est indépendant, surtout quand on est passionné par son métier qui n'a aucun rapport avec ça. Je pense que personne qui fait aucune personne qui travaille, qui est indépendante et qui surtout est créatif, parce que quand on est entrepreneur, on est souvent très créatif, n'a signé pour aller faire ensuite du recouvrement. Surtout que, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu, il y a une petite barrière mentale quand même, hein, sur le fait d'aller réclamer son dû. Alors que bon, vous n'êtes pas présenté comme un bénévole en début de collaboration, votre prestation, elle avait un prix, donc vous êtes parfaitement dans votre droit d'aller réclamer. Pour autant, le discours à tenir derrière, même si vous êtes convaincu et que vous allez savoir vous faire la réflexion en vous-même en disant ah, il m'a toujours pas payé, c'est pas normal quand même ce genre de comportement, moi je paye tout à l'heure. Au moment de l'appeler, ça peut être un petit peu compliqué de lui présenter les choses comme ça. Et puis, on a peur aussi du clash, on a peur de se rendre compte que finalement, le client ne va pas bien. En fait, on a aussi peur d'apprendre une nouvelle moins bonne, que ce soit un décalage de paiement ou une impossibilité de payer. Ça peut être dès le stade amiable pour toutes les relances téléphoniques, mail, pour les raisons que je viens de citer. Ça peut être par la suite uniquement si vous avez déjà fait votre partie amiable et que malheureusement ça a échoué, vous n'avez pas obtenu le paiement. Ça peut être au moment où vous vous apprêtez à transmettre le dossier au tribunal, notamment au tribunal de commerce, où vous pouvez faire appel à un prestataire de recouvrement qui va préparer du coup le dossier pour l'envoyer au tribunal. Alors, toutes les sociétés de recouvrement ne le proposent pas. Il y en a certaines qui font uniquement du recouvrement amiable. Moi, ce n'est pas mon cas. Je fais aussi la partie judiciaire jusqu'à la saisie bancaire, donc vraiment jusqu'au bout du bout des démarches. Mais ça peut être en fait à tout moment à travers cette procédure, au tout départ, pendant les relances amiables, si vous voyez que le sujet vous échappe, au moment où on doit faire un peu plus de technique juridique en allant au tribunal, ou si on se rend compte que le client est tout simplement fait l'objet d'une procédure collective, redressement ou liquidation. D'accord. Grisel, juste avant que tu veuilles mettre ton bémol de ce que j'ai compris, je voudrais juste te poser une question, Marie, c'est sans dire tes tarifs, mais aujourd'hui, et je suis en train de me poser la question, ok, si je dois réclamer une facture, je sais pas, de 1000 € sur une presta, finalement, combien ça va me coûter dans cette partie-là? Il faut penser à quoi? Et en fait, finalement, est-ce que c'est les sociétés de recouvrement, en règle générale, se rémunèrent sur le montant de la facture ou c'est finalement une prestation de service à part? Alors, il y a toutes sortes de fonctionnements. Okay. Ouais, il y a plusieurs sortes de fonctionnements. Donc, le plus intéressant en tout cas pour les clients, ça reste ce que je pratique moi, donc la rémunération proportionnelle, sachant qu'en plus, je ne me rémunère qu'en cas de succès. Donc, ça veut dire que si le recouvrement n'aboutit pas, je ne me rémunère pas. Bon, alors après, souvent, c'est présenté sous forme de grille dégressive. Les petites factures, par exemple, vont être autour de 20-25% du montant recouvré. Les plus grosses peuvent descendre jusqu'à des 10 voire 5% dans certains cas. Alors, il y a cette partie-là qui concerne vraiment le recouvrement amiable. Et après, si vous avez des actes, comme par exemple, tout à l'heure, je parlais de passer le dossier au tribunal, ça peut être un acte en fait isolé qui va être facturé comme une prestation. Donc en fait, je réponds un peu par oui et par non, mais il y a différentes sortes de fonctionnements. Tout à fait. Et même au sein d'une société de recouvrement, il peut y avoir ces deux facturations en fait. Hein. Tout dépend de où on en est dans le dossier et ce que moi, mon client va souhaiter faire en fait. Hein. D'accord. Ok. Grisel, tu voulais rajouter ou abonder quelque chose? Oui, non, c'est petit bémol, mais c'est toujours le jeu entre le recouvrement et puis la relance.
C'est nous, on travaille beaucoup sur la relation commerciale. Et ce qu'on explique beaucoup, c'est que la relation commerciale, c'est jusqu'au paiement de la facture. Donc, à partir du moment où on décide d'avoir une activité sur laquelle on génère du chiffre d'affaires, on envoie des factures à un client, dans le cadre de cette relation commerciale, c'est aussi la relance qui va avec pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est l'occasion de discuter avec un client et savoir comment il va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a et tout ça, et pas forcément pour dire est-ce que la facture n'est pas payée, mais est-ce que vous l'avez bien reçue, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il manque une mention, enfin voilà. Donc voilà, c'est une approche plutôt assez commerciale. Et par contre, pour nous, le fil rouge, ça va être plutôt les 90 jours. C'est-à-dire qu'une facture qui a plus de 90 jours, là, effectivement, il faut commencer à réfléchir et à basculer effectivement sur une solution externe pour commencer à couper ou à montrer à un client que voilà, on a été commercial jusqu'au bout d'une démarche, jusqu'à une certaine limite, et qu'à un moment donné, la bascule, elle passe ailleurs parce qu'il n'y a plus le temps, parce qu'il faut faire autre chose. Donc voilà, c'était ce petit bémol sur lequel je voulais mettre qu'effectivement, voilà, il faut quand même garder sa relation commerciale, quitte à avoir une activité sur laquelle on génère du chiffre d'affaires, on essaie de suivre un peu ses clients jusqu'au bout, c'est un peu l'intérêt quand même. D'accord. Ok, super. Je vois que l'heure avance. Je vous propose de faire un tout petit résumé brièvement. Moi, j'ai pris quelques notes super intéressantes. Je vous invite de toute façon à regarder de nouveau le replay pour bien comprendre, et j'ai peut-être loupé des trucs, mais grosso modo, on part déjà sur son client, il n'est pas de mauvaise foi, on va considérer qu'il n'est pas de mauvaise foi et on va d'abord s'intéresser effectivement à son problème, à lui rappeler effectivement, quitte à préchauffer ou à pré-relancer, comme vous le suggériez, sur la facture va arriver effectivement à échéance. On prévoit évidemment dans ces devis et dans ces conditions générales de vente les modalités de paiement. Ce que disait Lorraine, c'est que on en parle dès le début, quasiment au moment où on contractualise, de savoir quelles vont être les modalités et s'il y a déjà des ressentis ou s'il y a déjà des oppositions, ça peut être des signaux faibles que ça va mal se passer après. Dès le début, on essaie de récupérer l'ensemble des contacts de comptables. On a eu l'astuce, effectivement, aussi de mettre un alias pour écrire de comptabilité @ nom de domaine. Je trouvais que cette astuce était démente, de pouvoir effectivement se cacher derrière un service comptabilité qui, en fait, entre guillemets, n'existe pas, mais on va pouvoir faire des relances un petit peu plus virulentes, quitte, comme Nathalie le suggérait effectivement, à dire qu'on va informer les réseaux sociaux, qu'on va peut-être déposer des avis Google négatifs sur la façon de traiter effectivement les prestataires, et ça se faisait a priori ailleurs, sur le naming shame, je ne connaissais pas le terme. Pardon ? Le name and shame. Ah, name and shame, d'accord. Et qu'en fait, finalement, il y a un timing de relance, donc il faut suivre effectivement ces factures. Il y a vraiment le timing est vraiment, finalement, de ce que je comprends, véritablement cadencé. Le suivi, les premières relances à l'amiable et ainsi de suite pour engager. Et ce que tu nous disais, Grisel, c'est que finalement, au bout de 90 jours d'une facture, arrivé à échéance, c'est à 90 jours, c'est pas à l'émission, mais c'est une fois le délai passé. Date d'échéance. À date d'échéance plus 90, on considère que c'est une ligne rouge où on va être de plus en plus à risque de ne pas être payé. Donc, il faut vraiment travailler en amont. Et puis que, regardez un petit peu les conditions générales de vente et parlez-en à votre client dès le début. Et puis, si effectivement ça se passe mal, une promesse de paiement est un bon sésame pour commencer à faire appel à des services de recouvrement et être plus confiant sur l'issue de la bataille. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir intervenu, de votre disponibilité, d'être venu partager toute votre expérience et les tips aussi. Merci à toi pour l'invitation. Exactement, merci à toi. Et puis on se retrouve très bientôt, on espère effectivement faire la prochaine table ronde aux alentours de fin juin. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.